Il n'y aura pas de place pour toi au réveillon, maman. On veut une ambiance plus joyeuse, » a dit mon fils en riant avec sa femme. Cette nuit-là, j'ai discrètement annulé toutes les réservations faites en mon nom. Et quand ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont découvert que plus rien n'existait. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai détruit le réveillon de mon fils. 7 emails, 7 annulations. 7 piliers de son voyage de luxe qui s'effondraient en silence pendant qu'il riait avec sa femme dans leur appartement parisien. 3 heures plus tôt, Julien m'avait appelé. « Maman, pour le réveillon à Chamonix, on a réfléchi avec Chloé. Ce serait mieux si tu restais à Aix cette année. Tu comprends? On veut un climat plus animé. Toi, tu préfères le calme. » Derrière lui, j'entendais Chloé glousser. Puis, ils ont raccroché dans un éclat de rire. Le réveillon qu'ils voulaient animer, celui que j'avais organisé pendant 3 semaines. Celui pour lequel j'avais mobilisé 40 ans de contacts, supplié des directeurs d'hôtels, négocié l'impossible. Chalet 5 étoiles, transfert privé depuis Genève, table au sommet des neiges, restaurant 2 étoiles Michelin, où il faut réserver 1 an à l'avance. Tout obtenu grâce à mon nom. Isabelle Garnier, celle en qui on a confiance, celle dont les clients sont irréprochables, trop vieille pour fêter avec eux, mais assez utile pour arranger leur voyage. Je me suis assise devant mon ordinateur. 22 heures. Aix dormait. Ma cuisine était plongée dans le noir, juste l'écran qui brillait. Mes mains tremblaient sur le clavier. Cher Arnaud, en raison d'un imprévu familial, je me vois obligée d'annuler la réservation du 28 décembre au 4 janvier. Toutes mes excuses pour le désagrément. Envoyé. Chère Catherine, c'est le cœur lourd que je t'écris pour annuler les 2 chambres réservées. Envoyé. Le chauffeur privé. Le restaurant étoilé. Tout. 7 messages polis, professionnels, irréprochables. 7 coups de poignard dans le voyage parfait de mon fils. Puis je suis allée me coucher. Et j'ai dormi comme un bébé. Le 30 décembre, mon téléphone a explosé. 15 appels de Julien. Des messages vocaux paniqués. « Maman, qu'est-ce qui se passe? L'hôtel dit qu'il n'y a plus de réservation. On est coincé à Chamonix. Il n'y a plus rien. » J'ai attendu 3 heures avant de décrocher. « Allô, Julien? Maman, qu'est-ce que tu as fait? On n'a plus d'hôtel, plus de restaurant, rien. » Chloé pleure. Les copains sont furieux. J'ai pensé qu'il était cohérent d'annuler les réservations que j'avais faites en mobilisant mes contacts personnels. Tu voulais un réveillon sans ta mère trop ennuyeuse. Je te l'offre, complètement. Silence, long, glacial. Tu ne peux pas nous faire ça. Te faire quoi, Julien? T'offrir exactement ce que tu m'as demandé? Maman, s'il te plaît, on ne peut pas rester dans la rue. Tu te débrouilles, comme un adulte, comme des millions de gens qui n'ont pas de maman qui arrange tout. J'ai raccroché. Chloé m'a envoyé un message 25 minutes plus tard. Vous êtes cruel. Vous nous faites passer le pire réveillon de notre vie. J'espère que vous êtes fiers de vous. Je l'ai supprimé sans répondre. Ils ont fini dans une auberge de jeunesse à Megève. Dortoir de 5 lits. Lits superposés. Douche commune. Le réveillon dans une salle bruyante avec des routards australiens qui chantaient à 2 heures du matin. Pendant ce temps, j'étais seule dans ma maison d'Aix-en-Provence. Table mise pour une personne. Dorade au four. Verre de Côte-du-Rhône. À minuit, les cloches de Saint-Jean-de-Malte ont sonné. Je me suis levée, j'ai pris mon verre de champagne et j'ai murmuré « Bonne année, Isabelle ». J'ai bu seule, dans le silence que j'avais choisi. Le 1er janvier, Julien a continué à m'appeler. 10 fois, 15 fois. Je ne répondais pas. Ses messages devenaient de plus en plus désespérés. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Le voyage a été un cauchemar. Tu avais raison, j'ai été idiot. Chloé et moi, on s'est disputés. Les amis sont partis plus tôt. Tout est gâché. Maman, je t'aime. Je suis désolée. » Je lisais, mais je ne répondais pas. Le 8 janvier, j'ai reçu un appel d'Arnaud Dufour, le directeur du chalet-hôtel. « Isabelle, ton fils est venu me voir avant de repartir pour Paris. Il pleurait presque. Il m'a demandé de te transmettre ses excuses. Il m'a dit qu'il avait été irrespectueux, qu'il avait pris tes services pour acquis.
J'ai fermé les yeux. Isabelle, la vie est courte. Trop courte pour rester fâchée longtemps. C'est ton fils. Le 15 janvier, une lettre est arrivée. Une vraie lettre, écrite à la main. L'écriture de Julien. Chère maman, je ne sais pas par où commencer. Tu avais raison, complètement raison. J'ai été égoïste, ingrat, irrespectueux. Pour la première fois, j'ai mesuré tout ce que tu faisais pour moi depuis toujours. Tout ce travail invisible. Et moi, je prenais tout comme un dû. Chloé m'a dit que je te traitais comme une commodité. Elle avait raison. Je ne cherche pas d'excuses. J'ai été un mauvais fils. Quand j'étais petit, tu me lisais Le Petit Prince tous les soirs. Le renard disait « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Maintenant, je comprends. L'essentiel, c'est tout ce que tu as fait et que je ne voyais pas. Maman, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais je veux devenir le fils que tu mérites. Je t'aime. Ton fils, Julien. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Des larmes silencieuses, chaudes. Pas de tristesse. Quelque chose entre le soulagement et l'espoir. Le 20 janvier, j'ai appelé Julien. « Maman ? Bonjour mon chéri. J'ai lu ta lettre. Plusieurs fois. Maman, ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. C'était nécessaire. Pour toi, mais aussi pour moi. J'avais besoin de te montrer que je ne suis pas juste une ressource à ta disposition. Que je suis une personne, avec ma dignité. Mais je veux que tu saches que je t'aime, profondément, même quand tu me blesses. Maman, je suis tellement désolée. J'accepte tes excuses. Mais notre relation doit changer. Je ne peux plus être celle qui donne tout sans recevoir. Je comprends. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. D'accord, une chance. Le 25 janvier, Julien est venu à Aix, seul. Il est descendu du train, il m'a vu, et il s'est effondré dans mes bras. « Pardon, maman. Pardon. C'est fini, Julien. C'est fini. » Nous avons marché dans Aix main dans la main, comme autrefois. Nous avons déjeuné ensemble. Il m'a raconté le réveillon catastrophique. Non pour se plaindre, mais pour reconnaître ses erreurs. « Maman, je veux être un meilleur fils. Pas pour obtenir quelque chose. Juste parce que tu le mérites. Et parce que je t'aime. » 6 mois plus tard, un dimanche de juillet, j'ai trouvé Julien assis devant mon immeuble. Un bouquet de fleurs à la main. « Surprise! Je suis venue passer le week-end avec toi. » Nous avons déjeuné ensemble. Il m'a parlé de sa nouvelle vie. Plus douce, moins stressante. On pense avoir un enfant bientôt. Et quand il naîtra, j'aimerais qu'il grandisse près de sa grand-mère, qu'il apprenne d'elle ce que je n'ai pas su voir. La générosité, le respect, la patience. Ce serait merveilleux. Maman, je ne te remercierai jamais assez pour cette leçon, pour m'avoir aimé assez fort pour me laisser tomber. Ce soir-là, en le raccompagnant à la gare, je me suis sentie légère, heureuse. Sur le quai, il m'a serrée dans ses bras. « À bientôt, maman. Je t'appelle cette semaine, juste pour prendre de tes nouvelles. Je serai là. » Le train est parti. Je suis restée sur le quai, le cœur plein. Parfois, il faut tout détruire pour tout reconstruire. Parfois, l'amour le plus fort est celui qui sait dire non. Et parfois, la meilleure façon d'être une bonne mère, c'est d'accepter de ne plus être parfaite. Je me souviens du goût précis de ce matin-là. Un matin d'octobre comme Aix-en-Provence, c'est les offrir. Une lumière dorée qui glisse sur les façades ocres de la vieille ville. L'odeur du pain frais montant de la boulangerie Béchard au coin de ma rue. Et ce silence particulier, presque solennel, qui précède l'animation du marché aux fleurs de la place des Prêcheurs. J'avais ouvert les volets de ma cuisine vers 7 heures, comme chaque jour depuis 40 ans. Mes mains connaissent le geste par cœur. Pousser le bois bleu délavé, sentir la résistance familière de la penture qui grince légèrement, accueillir l'air frais sur mon visage. Je m'appelle Isabelle Garnier. J'ai 64 ans, bientôt 65 en février. Certains jours, je me sens beaucoup plus vieille. D'autres, comme ce matin-là, je me surprends à me sentir presque légère, presque jeune encore. C'est idiot, bien sûr. Mon corps me rappelle régulièrement la réalité. Mes genoux qui protestent dans les escaliers, mes lunettes, sans lesquelles je ne distingue plus les petits caractères,
Cette fatigue sourde qui s'installe vers 17h et ne me quitte plus de la soirée. Mais l'esprit, lui, résiste. L'esprit refuse de vieillir au même rythme. Ma maison est petite. 3 pièces au 2e étage d'un immeuble du quartier Mazarin, l'un des plus beaux d'Aix selon moi, même si les touristes lui préfèrent souvent le centre historique. Ici, les rues sont plus calmes, les façades plus discrètes, l'élégance plus retenue. J'ai acheté cet appartement il y a 22 ans, après mon divorce. Une folie à l'époque. J'ai dû emprunter sur 15 ans, mais aujourd'hui, c'est mon refuge. Mon salon donne sur une petite rue pavée, où passent rarement des voitures. Le matin, j'entends surtout les cloches de Saint-Jean-de-Malte, cette église du XIIIe siècle que je vois depuis ma fenêtre. Leur son grave et régulier rythme mes journées depuis si longtemps que je ne les remarque presque plus. Presque. Ce matin-là, j'ai préparé mon café comme d'habitude. Une cafetière italienne en aluminium que j'ai depuis mes 30 ans. Elle est cabossée, le manche est fêlé, mais je refuse de la remplacer. C'est ma mère qui me l'a offerte quand je me suis installée dans mon premier appartement, à Marseille, avant mon mariage. « Un bon café, ça commence par une bonne cafetière », disait-elle. Maman est morte il y a 8 ans. Parfois, en versant l'eau dans la base, je sens encore sa présence dans ma cuisine. J'ai bu mon café debout, près de la fenêtre, en regardant Monsieur Albertini sortir son chien, un vieux teckel qui marche aussi lentement que son maître. Puis j'ai enfilé ma veste en lin beige, celle que je porte depuis 3 automnes, et qui commence à montrer des signes d'usure au coude. Et je suis descendue faire mes courses. Le marché d'Aix, c'est une institution. Tous les mardis, jeudis et samedis, la place Richelme se transforme en un chaos joyeux de couleurs et d'odeurs. Les étals débordent de légumes encore couverts de terre, de fromages qui sentent fort, de pain aux formes improbables. Ce matin-là, j'ai acheté des tomates anciennes, chez Madame Fabre. Elle me connaît depuis 15 ans et me garde toujours les plus belles. Du chèvre frais, chez le fromager corse, qui s'installe près de la fontaine. Et une petite tarte aux figues, chez le pâtissier ambulant dont j'ai oublié le nom, mais dont je reconnais les mains épaisses et farineuses. En rentrant, j'ai croisé ma voisine du premier, Madame Renaud. Une femme sèche et méticuleuse qui porte toujours un foulard noué sous le menton, même en été. « Bonjour Isabelle, vous allez bien ?»« Très bien, merci. Et vous ?»« On fait aller. Mes genoux, vous savez ?» Toujours les mêmes conversations. Polies, superficielles, rassurantes dans leur prévisibilité. Nous nous connaissons depuis des années, mais nous ne nous sommes jamais vraiment parlé. C'est ainsi dans les immeubles français. On se salue, on se sourit, on échange des banalités, mais on ne franchit pas certaines frontières invisibles. De retour chez moi, j'ai rangé mes courses, puis j'ai allumé mon ordinateur. C'est un rituel que j'ai depuis ma retraite partielle, il y a 2 ans. Avant, je travaillais à plein temps chez Voyages Azur, une agence haut de gamme spécialisée dans les séjours sur mesure, responsable des relations clientèle pendant 40 ans. 40 ans à sourire, à rassurer, à organiser, à résoudre des problèmes à 3 heures du matin quand un client se retrouvait coincé dans un aéroport exotique. 40 ans à construire patiemment un réseau de contacts que beaucoup m'enviaient. Des directeurs d'hôtels 5 étoiles, des chefs étoilés, des guides privés dans les Alpes ou en Toscane, des chauffeurs discrets et fiables. Maintenant, je ne travaille plus que 2 jours par semaine, en consultation. Mais mon nom circule encore dans le milieu. Isabelle Garnier, celle qui arrange tout, celle à qui on peut faire confiance, celle dont les clients ne posent jamais de problème parce qu'elle les sélectionne avec soin et les prépare avec minutie. Mon téléphone a vibré vers 10 heures. Un message de Julien. « Coucou maman, tu vas bien? J'ai un truc à te demander. Tu peux m'appeler ?» Julien, mon fils unique, 35 ans, brillant, beau, ambitieux. Il travaille dans une banque d'investissement à Paris, gagne probablement en 1 mois ce que je gagnais en 6, vit dans un appartement design du Marais avec Chloé, sa femme depuis 3 ans. Chloé, que je n'ai jamais vraiment réussi à cerner. Une jeune femme charmante en surface, toujours souriante, toujours impeccablement habillée,
mais qui me regarde avec une distance polie, comme si j'étais une tante lointaine, venue rendre visite une fois l'an. J'ai rappelé Julien immédiatement. Je rappelle toujours immédiatement. « Allô, maman ?» Sa voix était enjouée, rapide. J'entendais du bruit derrière lui, des voix, de la musique peut-être. « Bonjour, mon chéri. Tu voulais me parler ? » « Oui. Écoute, j'ai une super nouvelle. On organise un truc de fou pour le réveillon cette année. Une semaine complète à Chamonix, avec Chloé et 3 couples de copains. Chalet de luxe, ski, spa, la totale. » J'ai souri. Bien sûr que c'était pour ça qu'il appelait. « C'est magnifique, Julien. Vous allez adorer Chamonix en hiver. » « Ouais, mais voilà. Tu connais du monde là-bas, non ? Parce qu'on galère un peu avec les réservations. Tout est complet. Et puis, on voudrait un truc vraiment top, tu vois ? Pas un hôtel impersonnel. Un endroit avec du cachet. » J'ai fermé les yeux une seconde. Cette conversation, je l'ai eue 100 fois. Pas exactement celle-ci, mais des variantes. Julien qui m'appelle. Julien qui a besoin d'un service. Julien qui sait que sa mère peut arranger les choses. Je connais, oui. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Vous êtes combien ? 10 en tout. 4 couples et 2 célibataires. On pensait partir du 28 décembre au 4 janvier. Tu penses que c'est jouable ? Jouable. 3 semaines avant le réveillon, en pleine haute saison, pour 10 personnes. N'importe qui d'autre aurait ri au nez de mon fils. Mais pas moi. Pas Isabelle Garnier, celle qui arrange tout. Je vais m'en occuper, mon chéri. Laisse-moi quelques jours. T'es génial, maman. Sérieux, je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Il a raccroché rapidement, toujours pressé, toujours entre 2 réunions, entre 2 rendez-vous, entre 2 mondes qui ne m'incluent jamais vraiment. J'ai reposé mon téléphone et je suis restée immobile un moment, assise à ma table de cuisine. Par la fenêtre, je voyais les toits d'Aix briller sous le soleil d'octobre. Quelque part, une cloche sonnait. Pas celle de Saint-Jean-de-Malte, une autre, plus lointaine. Le son se mélangeait au murmure de la ville, à ce bruit de fond constant qui est devenu ma bande-son quotidienne. Puis je me suis levée. J'ai ouvert mon carnet d'adresses, celui que je tiens depuis mes débuts dans le métier. Un vieux carnet à spirale, avec des pages cornées, des numéros barrés et réécrits, des annotations dans les marges. Mon téléphone contient aussi tous ces contacts, bien sûr. Mais j'aime ce carnet. C'est ma mémoire tangible. Chaque nom a une histoire. J'ai commencé par appeler Arnaud Dufour, directeur d'un chalet-hôtel intimiste à Chamonix, que j'ai découvert il y a 10 ans. 8 chambres seulement, un spa privatif, une vue imprenable sur le Mont Blanc. Arnaud et moi avons collaboré sur des dizaines de dossiers. Je lui ai envoyé des clients irréprochables. Il m'a toujours réservé un accueil exceptionnel. Arnaud ? C'est Isabelle Garnier. Isabelle, quel plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Écoute, j'ai une demande un peu compliquée. J'aurais besoin de 4 chambres doubles et une suite du 28 décembre au 4 janvier. Je sais que c'est très court. Un silence, puis un soupir. Isabelle, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Mais là, c'est vraiment compliqué. On est complet depuis juillet. Je comprends, Arnaud. Mais c'est pour mon fils. Et je te garantis qu'il sera un client parfait. Un autre silence. Plus long. J'entendais presque les engrenages tourner dans sa tête. Laisse-moi vérifier quelque chose. On a peut-être eu une annulation récente. Il m'a mise en attente. J'ai attendu, le téléphone contre l'oreille, en regardant par la fenêtre. Madame Renaud descendait ses poubelles. Elle portait toujours son foulard. Isabelle ? Écoute, j'ai une solution. On avait un groupe de 8 personnes qui vient d'annuler hier soir. Problème familial apparemment. Je peux te proposer 3 chambres doubles et une suite junior. Ça fait 7 personnes, maximum. Pour les 3 autres, il faudra voir ailleurs. Mais je peux te recommander... C'est parfait, Arnaud. Je prends. Tu es sûr ? Tu ne veux pas vérifier avec ton fils d'abord ? Je suis sûre. Envoie-moi la confirmation par mail. Et merci, vraiment. De rien, Isabelle. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. J'ai raccroché et immédiatement appelé Catherine Moreau, qui gère un autre hôtel à Chamonix. Plus grand, mais tout aussi charmant.
2 chambres supplémentaires. Elle a accepté sans hésiter. Pour toi, Isabelle, toujours. Puis j'ai réservé des transferts privés depuis l'aéroport de Genève, avec Antoine, un chauffeur que je recommande depuis 15 ans. Une Mercedes classe 5 pour 7 personnes et une Audi pour 3. Pas de problème, Madame Garnier, comme d'habitude. Ensuite, le plus difficile, une table pour 10 personnes le soir du réveillon au sommet des neiges. Un restaurant 2 étoiles Michelin perché à flanc de montagne, accessible uniquement par télécabine. Il faut normalement réserver 1 an à l'avance. Mais le chef, Benoît Lacombe, est un ancien client. Je lui ai organisé son voyage de noces en Toscane il y a 7 ans. Il m'a rappelé en moins de 10 minutes. « Isabelle, j'ai déplacé une table de 8. Tu auras ta table pour 10 à 20h30. Vue panoramique. Menu surprise, champagne offert. Et dis à ton fils que s'il ne te remercie pas à genoux, je le vire de mon restaurant. » J'ai ri. Un rire léger, presque soulagé. « Merci, Benoît. Tu es un ange. » Non, c'est toi l'ange. Moi, je suis juste reconnaissant. En 3 heures, j'avais tout organisé. 7 chambres dans 2 hôtels exceptionnels, des transferts privés, une table au sommet des neiges. Des semaines de travail condensées en quelques coups de téléphone, rendues possibles uniquement grâce à 40 ans de relations, de confiance, de fidélité. J'ai envoyé un message à Julien. « C'est fait. Je t'envoie tous les détails par mail. Profitez bien. » Sa réponse est arrivée 21 minutes plus tard. « Maman, t'es incroyable. On te doit une fière chandelle. Je t'embrasse fort. » Pas d'appel. Juste un message, avec un emoji. J'ai regardé mon téléphone un long moment, puis je l'ai posé sur la table, doucement, et j'ai commencé à préparer mon déjeuner. Des tomates anciennes, coupées en tranches épaisses, un peu d'huile d'olive, du basilic frais que je cultive sur mon balcon, une pincée de fleurs de sel et un morceau de chèvre frais. Simple mais bon, exactement comme j'aime. En mangeant, j'ai pensé à Julien, mon petit garçon qui avait eu peur du noir pendant des années, qui se réfugiait dans mon lit pendant les orages, qui me demandait de lui lire la même histoire tous les soirs pendant des mois. Le Petit Prince. Il voulait toujours que je lise le passage du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Julien avait 6 ans quand il a appris cette phrase par cœur. Il la récitait avec une gravité adorable, en me regardant droit dans les yeux. Où était ce petit garçon aujourd'hui? Dans quel recoin de cet homme brillant et pressé qui m'appelait uniquement quand il avait besoin de quelque chose? J'ai secoué la tête. Ses pensées ne menaient pas nulle part. Julien avait grandi, c'était normal. Il avait sa vie, sa femme, sa carrière. Je devais être fière, et je l'étais. Bien sûr que je l'étais. Mais parfois, tard le soir, quand le silence de mon appartement devient trop lourd, je me demande si j'ai été une bonne mère, si j'ai trop donné ou pas assez, si j'ai su poser des limites, ou si j'ai laissé Julien croire que tout lui était dû, parce que maman arrangeait toujours tout. Les semaines ont passé. Novembre est arrivé avec ses pluies froides et ses journées courtes. Aix-en-Provence sous la pluie a un charme particulier. Les pavés brillent, les façades ocre deviennent plus sombres, presque brunes, et l'odeur de la terre mouillée monte des jardins. J'ai continué ma routine. Marcher le mardi, déjeuner avec mon amie Françoise le jeudi, messe le dimanche matin à Saint-Jean-de-Malte. La messe, j'y vais depuis toujours, ou presque. Par tradition, par habitude, par besoin aussi. Je ne suis pas particulièrement dévote. Je ne récite pas le chapelet tous les soirs. Mais il y a quelque chose dans le rituel de la messe qui m'apaise. Le silence de l'église, l'odeur de l'encens, les voix qui montent pour le cantique final. Et puis, il y a le moment du Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ces mots, je les ai répétés des milliers de fois, parfois machinalement, parfois avec une intensité qui me surprend moi-même. Pardonner, c'est facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Un dimanche de fin novembre, après la messe, j'ai pris un café avec le père Germain, le curé de la paroisse. Un homme doux, la soixantaine, toujours prêt à écouter. « Isabelle,
Vous semblez préoccupé ces derniers temps. Tout va bien? J'ai hésité, puis j'ai souri. Tout va bien, mon père. Juste la fatigue, sans doute. Il m'a regardé avec cette bienveillance tranquille qui caractérise les bons prêtres. Vous savez que vous pouvez me parler si vous en ressentez le besoin. Je sais. Merci, mon père. Je n'ai rien dit de plus. Certaines choses doivent mûrir en silence avant de pouvoir être exprimées. Le 15 décembre, Julien m'a rappelé. « Maman, juste pour te tenir au courant, le groupe est super excité pour Chamonix. Chloé n'arrête pas d'en parler. On a déjà prévu plein de trucs. Ski, raquettes, soirée jacuzzi. Ça va être génial. Je suis contente pour vous, mon chéri. » Un silence. Puis d'un ton presque gêné. « Au fait, pour le réveillon en lui-même. » Mon cœur s'est serré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que quelque chose de désagréable allait suivre. « Oui? Ben, voilà. On a réfléchi avec Chloé et les copains. Ce séjour, c'est vraiment notre moment à nous, tu vois. Un truc jeune, festif, un peu fou. On va faire la fête jusqu'au bout de la nuit, écouter de la musique à fond, boire du champagne comme des trous. » Il a ri, un rire nerveux. « Bref, on pense que ce serait mieux si tu restais à Aix cette année. Tu comprends, hein? On veut un climat plus animé. Toi, tu préfères le calme. C'est mieux pour tout le monde. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale dans ma cuisine. J'entendais, en arrière-plan, la voix de Chloé, qui disait quelque chose que je n'ai pas saisi, suivi d'un éclat de rire. « Maman, tu es là? »« Oui, je suis là. » Ma voix était calme, étrangement calme. « Tu n'es pas fâchée, hein? On t'invite pour Pâques, promis. Pour Pâques. Comme une tante lointaine qu'on casse dans l'agenda par politesse. Non, je ne suis pas fâchée, Julien. Amusez-vous bien. T'es sûr? Parce que je ne voudrais pas que... Je suis sûre, vraiment. Profitez de votre semaine. Vous l'avez mérité. Merci, maman. T'es la meilleure. Je t'embrasse. Il a raccroché. Je suis restée assise à ma table de cuisine, le téléphone à la main, pendant un temps que je ne saurais mesurer. Dehors, la nuit tombait déjà. Il était 17h à peine. Mais en décembre, Aix s'assombrit tout. Les lampadaires s'allumaient un par un dans ma rue. J'entendais des pas dans l'escalier, une porte qui claquait, le miaulement d'un chat quelque part. Puis, lentement, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai compris. J'ai compris que je venais de passer 3 semaines à organiser un voyage somptueux pour 10 personnes, en mobilisant toutes mes faveurs, tous mes contacts, toute ma crédibilité professionnelle, pour mon fils. Et que ce même fils venait de me dire, avec un rire dans la voix, que je n'étais pas la bienvenue, parce que je n'étais pas assez jeune, pas assez festive, pas assez animée. J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces voyages organisés pour Julien, le week-end à Venise pour ses 20 ans, le séjour en Grèce pour ses fiançailles, le voyage de noces à Santorin, surclassé ensuite avec vue grâce à mes relations, les dizaines de tables obtenues dans des restaurants complets, les billets d'avion trouvés au dernier moment, les chambres négociées, les faveurs demandées, encore et encore. Et maintenant, trop vieille pour fêter le réveillon avec mon propre fils. Je me suis levée. J'ai préparé une tisane à la verveine, comme ma mère le faisait. Le même geste, la même tasse en porcelaine blanche, la même cuillère en argent. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai bu lentement en regardant les lumières d'Aix scintiller dans la nuit. Les cloches de Saint-Jean de Malte ont sonné 18 heures. Leur son grave résonnait dans ma poitrine. Et dans ce silence, une pensée est apparue. Claire, froide, implacable. Tout ce voyage repose sur mon nom. Toutes les réservations avaient été faites par moi, sous mon nom, avec mes contacts, grâce à ma réputation. Arnaud Dufour ne connaissait pas Julien. Il m'avait fait confiance à moi. Catherine Moreau également. Antoine, le chauffeur. Benoît Lacombe, le chef étoilé. Tous ces gens m'avaient rendu service par loyauté envers moi, pas envers mon fils. Et si je retirais cette base, j'ai posé ma tasse. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé au Notre Père, au pardon, à la charité,
à toutes ces valeurs qu'on m'a enseignées depuis l'enfance. Mais j'ai pensé aussi à la dignité, au respect, à cette limite invisible qu'on ne devrait jamais franchir, même avec sa propre mère. J'ai ouvert les yeux. J'ai pris une décision. À 22h, ce soir-là, j'ai allumé mon ordinateur. J'ai ouvert ma boîte mail professionnelle et j'ai commencé à écrire. L'écran de mon ordinateur brillait dans l'obscurité de mon salon. Il était 22h passées et je n'avais allumé aucune lampe, juste la lueur bleutée de l'écran qui projetait des ombres étranges sur les murs. Dehors, Aix dormait déjà. Ma rue était silencieuse, hormis le bruit lointain d'une voiture qui passait sur le cours Mirabeau. J'ai ouvert ma boîte mail. Mes doigts tremblaient légèrement sur le clavier. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Une lucidité glaciale qui s'était installée en moi depuis l'appel de Julien. J'ai commencé par Arnaud Dufour. Objet, annulation-réservation. Séjour, 28 décembre, 4 janvier. Cher Arnaud, j'espère que tu vas bien. Je me vois dans l'obligation de t'écrire pour annuler la réservation que j'avais effectuée pour le séjour du 28 décembre au 4 janvier. 3 chambres doubles et une suite junior. En raison d'un imprévu familial imprévisible, ce voyage ne pourra finalement pas avoir lieu. Je suis sincèrement désolée de cet inconvénient, d'autant plus que je sais combien il t'a été difficile de me trouver ces chambres en pleine haute saison. J'espère que tu pourras les remettre à la vente rapidement et que cela ne te causera pas trop de désagréments. Je te remercie pour ta compréhension et pour ta fidélité au fil de toutes ces années de collaboration. J'espère que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble prochainement. Bien cordialement, Isabelle Garnier. J'ai relu le message 3 fois. Le ton était parfait, poli, professionnel, regrettable. Aucune émotion qui pourrait trahir ce que je ressentais vraiment. Aucune trace de la rage sourde qui commençait à bouillonner en moi. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai écrit à Catherine Moreau. Le même ton, les mêmes excuses, les mêmes regrets. Objet, annulation urgente, réservation réveillon. Chère Catherine, c'est le cœur lourd que je t'écris ce soir. Je dois malheureusement annuler la réservation de 2 chambres doubles que j'avais faite pour la période du 28 décembre au 4 janvier. Un problème familial de dernière minute rend ce voyage impossible. Je sais à quel point il est compliqué de gérer ce type d'annulation en pleine saison, et je m'en excuse sincèrement. J'espère que tu pourras trouver rapidement d'autres clients pour ces chambres. Merci pour ta gentillesse et ton professionnalisme constant. Très amicalement, Isabelle Envoyé. Ensuite, Antoine, le chauffeur. Puis Benoît Lacombe, le chef du Sommet des Neiges. À chaque message, je sentais quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas de la joie, pas du soulagement non plus. Plutôt une forme de justice, froide et méthodique. Ils avaient voulu un réveillon sans moi. Ils l'auraient, exactement comme ils l'avaient demandé. J'ai terminé le dernier message vers 23h15. 7 messages envoyés. 7 piliers du voyage de Julien qui s'effondraient en silence. J'ai fermé mon ordinateur et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Pas de culpabilité, pas de regret, juste une clarté nouvelle, comme si un voile s'était levé. J'ai préparé mon café, ouvert mes volets, et la lumière de décembre a inondé ma cuisine. C'était une belle journée, froide mais lumineuse. Mon téléphone a vibré vers 9h. Un message de Françoise, mon amie depuis le lycée. « Café ce matin ? J'ai besoin de papoter. » « Avec plaisir. 11h chez Béchard ? Parfait. Bisous. » Françoise et moi nous connaissons depuis 47 ans. Nous avons traversé ensemble les examens du bac, les premiers amours, les mariages, les divorces, les deuils. Elle est la seule personne au monde devant qui je peux vraiment être moi-même, sans filtre, sans masque. À 11h, je l'ai retrouvée à la terrasse de la boulangerie Béchard, emmitouflée dans un grand manteau bordeaux. Françoise est plus petite que moi, plus ronde aussi, avec des cheveux courts teints en auburn et un rire contagieux. Elle était déjà installée, un café crème devant elle. « Ma belle, tu as l'air en forme. » Je me suis assise en face d'elle,
J'ai commandé un thé et un pain au raisin. Ça va. Et toi? Moi, catastrophe. Ma belle-fille veut organiser Noël chez elle cette année. Chez elle! Tu imagines? Dans son appartement minuscule de Lyon, avec sa cuisine de poupée. On va être 15. 15! Je lui ai dit, Élise, soyons réalistes. Mais elle insiste. Elle veut prouver je ne sais quoi. Françoise a levé les yeux au ciel et j'ai souri malgré moi. Laisse-la faire. Elle apprendra. C'est ce que dit mon mari. Mais moi, ça me rend folle. Et toi, Isabelle? Tu fais quoi pour le réveillon? Julien vient? J'ai hésité une seconde. Puis j'ai décidé de dire la vérité. Non. Julien passe le réveillon à Chamonix avec sa femme et des amis. Je ne suis pas invitée. Trop vieille, apparemment. Pas assez festive. Françoise a posé sa tasse brutalement. Quoi? C'est ce qu'il m'a dit, plus ou moins. Mais, attends, tu as organisé ce voyage, non? C'est toi qui as tout arrangé, comme d'habitude? Oui. Et il t'a dit que tu ne pouvais pas venir? Exactement. Françoise m'a regardée avec une incrédulité totale. Ses yeux étaient ronds, sa bouche ouverte. Mais quel culot! Quel... Elle cherchait ses mots, rouge de colère. Attends, tu as quand même annulé toutes les réservations, j'espère? J'ai souri. Un sourire tranquille. Hier soir, tout. L'hôtel, les transferts, le restaurant étoilé. Tout. Françoise a éclaté de rire. Un rire franc, libérateur. Isabelle Garnier, je ne te savais pas capable de ça. Moi non plus. Et il ne sait pas encore? Non. Il le découvrira quand il arrivera là-bas. Françoise a secoué la tête, les yeux brillants. Ma belle, je suis fière de toi. Vraiment. Il était temps que tu lui donnes une leçon. Ce n'est pas une leçon, Françoise. C'est juste de la cohérence. Il voulait un réveillon sans moi. Je le lui offre. Complètement. Nous avons bu notre café en silence pendant un moment. Puis Françoise a posé sa main sur la mienne. Tu sais que tu peux venir chez nous si tu veux. On sera à la maison, tranquille. Juste Marc et moi. Merci, ma chérie. Mais je préfère rester chez moi. J'ai besoin de calme. Tu es sûre? Certaine. Nous nous sommes quittés vers midi. En rentrant chez moi, j'ai croisé Madame Renaud dans l'escalier. Elle montait lentement, essoufflée, en s'accrochant à la rampe. « Vous allez bien, Madame Renaud? Oh, Isabelle, ces escaliers. Un jour, je ne pourrai plus. » Je l'ai aidée à monter jusqu'à son palier. Elle m'a remerciée avec un sourire fatigué. « Vous êtes gentille. Votre fils a de la chance d'avoir une mère comme vous. » J'ai souri sans répondre. Si seulement elle savait. Les jours ont passé. Noël est arrivé. J'ai déjeuné chez Françoise le 25, avec elle et Marc. Un repas simple et chaleureux. Chapon rôti, gratin dauphinois, bûche au chocolat. Nous avons beaucoup ri. Nous avons bu un peu trop de champagne. En rentrant chez moi vers 18h, légèrement pompette, je me sentais presque heureuse. Julien m'a envoyé un message dans la soirée. « Joyeux Noël, maman. On pense à toi. On part demain pour Chamonix. Trop hâte. Je t'appelle dès qu'on arrive. Bisous. » J'ai lu le message plusieurs fois. Puis je l'ai reposé sans répondre. Le 28 décembre, mon téléphone est resté silencieux toute la journée. J'ai fait du ménage, lu un roman que Françoise m'avait prêté, préparé une soupe de légumes pour le dîner. Le soir, j'ai regardé un vieux film en noir et blanc à la télévision. Les Parapluies de Cherbourg. Catherine Deneuve était si belle, si jeune. J'ai pleuré à la fin, comme chaque fois. Le 29 décembre, toujours rien. Julien devait être arrivé à Chamonix la veille au soir. Il devait découvrir la situation maintenant. Ou peut-être l'avait-il découverte dès leur arrivée. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai essayé de me concentrer sur ma routine. Marcher, lecture, promenade dans le centre-ville. Mais vers 16h, alors que je rentrais de ma promenade, mon téléphone a vibré. Pas un message, un appel. Julien. Mon cœur s'est accéléré. J'ai regardé l'écran, le nom de mon fils qui clignotait. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai décroché. « Allô? Maman ?» Sa voix était paniquée, haut perché, presque hystérique. « Qu'est-ce qui se passe, Julien? Qu'est-ce qui se passe?
Mais tout est annulé. L'hôtel dit qu'il n'y a plus de réservation. Le deuxième hôtel non plus. Le restaurant, pareil. Le chauffeur n'est pas venu nous chercher à Genève. On a dû louer 2 voitures au dernier moment. Ça nous a coûté une fortune. Et maintenant, on est à Chamonix. Et on n'a nulle part où dormir. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré lentement. Je suis désolée d'entendre ça, mon chéri. Désolée? Désolée? Maman, tu ne comprends pas. C'est la catastrophe. Chloé pleure. Les copains sont furieux. On ne sait pas quoi faire. Tout est complet partout. C'est le réveillon. Je comprends que ce soit difficile. Difficile? C'est pas difficile. C'est impossible. Maman, il faut que tu nous aides. Rappelle tes contacts. Explique-leur qu'il y a eu une erreur. Que... Julien. Ma voix était calme. Trop calme. Il n'y a pas eu d'erreur. Un silence. Long. Pesant. Quoi? J'ai annulé toutes les réservations moi-même. Le 15 décembre. Un autre silence. Je l'entendais respirer, haletant, incrédule. Tu as fait quoi? Tu m'as dit que tu voulais un réveillon sans moi. Un climat plus animé. J'ai pensé qu'il était cohérent d'annuler également les réservations que j'avais faites en mobilisant mes contacts personnels. Après tout, c'était pour moi que ces gens m'avaient rendu service, pas pour toi. Mais, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est de la folie. Non, Julien, c'est juste une question de respect. Tu voulais un voyage sans ta mère trop vieille, trop ennuyeuse. Tu l'as, complètement. Maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu déformes tout. Vraiment? Alors redis-moi exactement ce que tu m'as dit. Silence. Julien ne trouvait pas ses mots. J'entendais des voix derrière lui. Chloé, probablement. Et d'autres personnes. Maman, s'il te plaît, on ne peut pas rester dans la rue. Il y a Chloé et les amis. S'il te plaît, appelle tes contacts. Explique-leur. Julien, j'ai passé 40 ans à construire ces relations. 40 ans de travail, de sérieux, de confiance. Ces gens me respectent parce que je n'ai jamais abusé de leur gentillesse. Je ne vais pas les rappeler maintenant pour leur demander de me rendre service alors que je viens d'annuler. Ce serait irrespectueux envers eux. Mais envers moi, ce n'est pas irrespectueux? Ma voix s'est durcie. Tu veux vraiment qu'on parle de respect, Julien? Silence. Tu te souviens du week-end à Venise pour tes 20 ans? Organisé par qui? Le voyage de noces à Santorin? La table au Taïwan pour tes fiançailles? Les billets de dernière minute pour New York quand Chloé voulait faire du shopping? Qui a tout arrangé? Qui a mobilisé ses contacts, encore et encore, sans jamais rien demander en retour? Maman, et maintenant tu me dis que je suis trop vieille, trop ennuyeuse pour fêter le réveillon avec toi. Tu ris avec ta femme en m'annonçant ça, comme si c'était une blague. Je n'ai pas ri. Si, Julien, tu as ri. Je t'ai entendu. Un silence, puis un sanglot. Pas de Julien, de Chloé, en arrière-plan. Maman, s'il te plaît, on fait quoi maintenant? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil déclinait sur Aix. Les toits brillaient d'une lumière orangée. Tu te débrouilles, Julien. Comme un adulte, tu cherches un hôtel, même loin de Chamonix. Tu trouves un restaurant qui accepte les réservations de dernière minute. Tu fais ce que font des millions de gens chaque année quand ils n'ont pas de maman qui arrange tout. Mais... Et peut-être pendant ce réveillon que tu voulais si festif et si jeune, tu prendras le temps de réfléchir à ce que signifie vraiment le respect et la reconnaissance. Maman, je te souhaite un bon réveillon, Julien. Sincèrement, j'espère qu'il sera exactement comme tu l'imaginais. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone toujours dans la main, et j'ai pleuré. Pas de la tristesse, pas de la colère, quelque chose entre les deux. Un mélange de soulagement et de chagrin, de libération et de perte. J'ai pleuré pendant longtemps, jusqu'à ce que les cloches de Saint-Jean-de-Malte sonnent 18 heures. Leur son m'a ramenée à la réalité. Je me suis levée, je me suis lavé le visage et j'ai préparé du thé. Puis mon téléphone a vibré. Un message. Pas de Julien,
de Chloé. Isabelle, vous êtes cruelle. Vous nous faites passer le pire réveillon de notre vie. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'ai lu le message une fois, puis je l'ai supprimé. 10 minutes plus tard, un autre appel. Julien, encore. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal. Maman, écoute, je suis désolée, ok? Je suis désolée si je t'ai blessée. Ce n'était pas mon intention. Mais là, vraiment, on a besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-moi, s'il te plaît. Sa voix était brisée, celle d'un enfant perdu. J'ai hésité. Pendant quelques secondes, j'ai failli rappeler, failli céder, parce que c'est mon fils, parce que je l'aime, parce que c'est plus fort que moi. Mais non, non, cette fois, non. J'ai posé le téléphone et je suis sortie sur ma terrasse. L'air était glacial. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel violet. Quelque part, une cloche sonnait, pas celle de Saint-Jean-de-Malte, une autre, plus lointaine, que je ne reconnaissais pas. Et dans ce froid, dans ce silence, j'ai senti quelque chose se transformer en moi. Une force nouvelle, une clarté. Je ne savais pas encore comment tout cela allait finir. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma propre vie. Le 30 décembre, Julien a appelé 7 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Il a envoyé 5 messages. Je ne les ai pas lus entièrement. Juste assez pour comprendre qu'ils avaient fini par trouver une auberge de jeunesse à Medjev, à 20 km de Chamonix. 2 dortoirs de 5 lits. Aucune intimité, aucun confort. On dort dans des lits superposés, maman. Comme des ados. C'est humiliant. Les copains sont furieux contre moi. Chloé ne me parle plus. S'il te plaît, aide-nous. Non. Le 31 décembre, j'ai passé la journée seule chez moi. J'ai cuisiné un repas simple, une dorade au four, des pommes de terre rôties, une salade. J'ai mis la table pour une personne, avec une nappe blanche, des couverts en argent, un verre à vin. J'ai ouvert une bouteille de Côte-du-Rhône que je gardais pour une occasion spéciale. À 20h, j'ai dîné lentement, en écoutant France Musique à la radio. Du Chopin, puis du Sassy. La musique emplissait mon petit appartement, douce et mélancolique. À 23h, j'ai reçu un dernier message de Julien. « Bonne année, maman. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. » J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai éteint mon téléphone. À minuit, les cloches ont sonné. Toutes les cloches d'Aix, ensemble, dans une symphonie joyeuse et grave. J'étais debout près de ma fenêtre, un verre de champagne à la main, et j'ai écouté ce concert familier qui marquait le passage vers une nouvelle année. 2025. Une année nouvelle. Une vie nouvelle, peut-être. J'ai levé mon verre vers le ciel étoilé. « Bonne année, Isabelle », ai-je murmuré. Et j'ai bu une gorgée de champagne, seule, dans mon silence choisi. Les premiers jours de janvier ont eu un goût étrange. Pas amer, pas doux non plus. Quelque chose entre les deux, comme ces tisanes que ma mère préparait quand j'étais enfant, et que je ne savais jamais si j'aimais ou détestais. Le 1er janvier, je me suis réveillée tard, vers 10h. Une lumière pâle filtrait à travers mes rideaux. J'ai ouvert les volets et j'ai découvert Aix sous un ciel blanc, presque laiteux. Pas de soleil, mais pas de pluie non plus. Une de ces journées suspendues, comme si la ville elle-même hésitait à entrer vraiment dans la nouvelle année. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'avais laissé sur ma table de nuit, écran noir, silencieux. Je l'ai regardé un moment, ce petit rectangle sombre qui contenait tant de pouvoir sur mes émotions. Puis, je l'ai laissé là, et je suis allée préparer mon café. La maison était silencieuse. Pas le silence joyeux d'un dimanche matin tranquille, plutôt le silence lourd, épais, de l'absence. L'absence de messages, l'absence d'appels, l'absence de Julien. J'ai bu mon café debout près de la fenêtre, comme d'habitude. Monsieur Albertini n'est pas sorti avec son chien. Jour férié, sans doute préférait-il rester au chaud. Les rues étaient désertes. Aix, après le réveillon, a toujours cet air endormi, comme une ville qui récupère d'une longue fête. Vers midi, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a vibré pendant presque 1 minute. Messages, appels manqués, notifications. Je les ai ignorés et j'ai appelé Françoise.
Ma belle, bonne année. Sa voix était chaleureuse, légèrement enrouée. Elle avait dû veiller tard. Bonne année, Françoise. Tu as passé une bonne soirée? Tranquille, comme on aime. Et toi, tu as tenu le coup toute seule? Oui, c'était paisible. Des nouvelles de Julien? J'ai hésité. Il m'a envoyé des messages. Je ne les ai pas vraiment lus. Tu veux qu'on se voie? Je peux passer chez toi cet après-midi. Non, merci ma chérie. J'ai besoin de rester seule encore un peu. Tu es sûre? Certaine. Mais merci. Vraiment. Après avoir raccroché, je me suis forcée à ouvrir les messages de Julien. Il y en avait 12 depuis le 31 au soir. Les premiers étaient là tout court, presque neutres. Bonne année, maman. J'espère que tu as passé une belle soirée. Puis il devenait plus long, plus désespéré. Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que tu es en colère, mais on doit parler. On rentre à Paris demain. Le voyage a été un cauchemar. Tu avais raison. J'ai été idiot. Chloé et moi, on s'est disputés. Les amis sont partis plus tôt. Tout est gâché. Le dernier message avait été envoyé ce matin, à 8h. Maman, je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai posé le téléphone. Mon cœur battait fort, mais je ne pleurais pas. J'étais juste vide, comme si toutes mes émotions s'étaient épuisées pendant le réveillon et qu'il ne restait plus rien maintenant. Juste ce vide blanc, neutre, presque apaisant. Je n'ai pas répondu. Les jours suivants se sont écoulés lentement. J'ai repris ma routine. Marcher, lecture, promenade. J'ai croisé Madame Renaud dans l'escalier. Elle m'a souhaité une bonne année avec un sourire timide. Nous avons échangé quelques mots sur la météo, sur nos projets pour janvier. Des banalités qui avaient ça quelque chose de réconfortant dans leur simplicité. Julien a continué à m'écrire. Pas tous les jours, mais régulièrement. Ses messages changeaient fin de ton. Au début, ils étaient plaintifs, presque enfantins. Puis, ils sont devenus plus réfléchis, plus mûrs. Maman, j'ai beaucoup pensé ces derniers jours. Tu as raison. Je t'ai manqué de respect. Je l'ai compris maintenant. Je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste que tu saches que je réalise ce que j'ai fait. Je lisais ces messages, mais je ne répondais toujours pas. Pas par cruauté, plutôt parce que je ne savais pas quoi dire. Les mots justes n'existaient pas encore. Le 8 janvier, j'ai repris le travail. 2 jours par semaine, comme d'habitude. Ma collègue Sophie m'a accueillie avec un grand sourire. « Isabelle, bonne année. Tu as passé de bonnes fêtes? Tranquille. Et toi? Épuisante. Mes 3 enfants à la maison pendant 2 semaines. Tu imagines le chaos? » Nous avons ri ensemble. Sophie ne savait rien de ce qui s'était passé avec Julien. Personne ne savait, à part Françoise. Et c'était mieux ainsi. Certaines choses doivent rester privées. Ce jour-là, j'ai reçu un appel inattendu. Arnaud Dufour, le directeur du chalet-hôtel à Chamonix. « Isabelle? C'est Arnaud. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu? Bien, merci. Écoute, je t'appelle parce que... Eh bien, ton fils est venu me voir. » Mon cœur s'est arrêté. Julien est venu te voir? Oui. Il est passé à l'hôtel avant de repartir pour Paris. Il m'a expliqué la situation. Enfin, sa version. Et il m'a demandé... Comment dire? De te transmettre ses excuses. Ses excuses? Il m'a dit qu'il avait été irrespectueux envers toi. Qu'il avait pris tes services pour acquis. Il avait l'air vraiment désolé, Isabelle. Il pleurait presque. Je ne savais pas quoi dire. L'image de Julien devant Arnaud, en train de s'excuser, me serrait le cœur. « Je ne t'appelle pas pour te dire quoi faire, évidemment, » poursuivit Arnaud. « C'est ta vie, ta famille. Mais je voulais que tu saches. Et puis, Isabelle, en 40 ans de métier, j'ai vu beaucoup de familles. Des disputes, des réconciliations, des ruptures. Ce que je sais, c'est que la vie est courte. Trop courte pour rester fâchée longtemps. Je ne suis pas fâchée, Arnaud. Alors quoi? Je suis déçue, blessée et fatiguée. Un silence. Je comprends. Mais réfléchis bien, Isabelle. C'est ton fils. Après avoir raccroché, je suis restée immobile à mon bureau pendant un long moment. Sophie m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête et j'ai repris mon travail.
Mais les mots d'Arnaud résonnaient dans ma tête. C'est ton fils. Comme si je pouvais l'oublier. Le 15 janvier, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre. Dans une enveloppe blanche. Avec mon nom et mon adresse écrits à la main. L'écriture de Julien. Je l'aurais reconnue entre mille. Cette écriture que j'ai vue évoluer depuis ses premiers gribouillis à la maternelle jusqu'à ses dissertations de lycée. Je l'ai posée sur ma table de cuisine et je l'ai regardée pendant 1 heure avant de l'ouvrir. Finalement, alors que le soleil déclinait et que les cloches de Saint-Jean-de-Malte sonnaient 18 heures, j'ai décacheté l'enveloppe. Chère maman, je ne sais pas par où commencer. J'ai écrit cette lettre 10 fois et à chaque fois je l'ai déchirée parce que les mots me semblaient faux, insuffisants. Mais il faut que je te parle. Et tu ne réponds pas au téléphone. Alors j'essaie par écrit. Tu avais raison, complètement raison. J'ai été égoïste, ingrat, irrespectueux. Je t'ai traité comme une employée, pas comme ma mère. Pire encore, je t'ai rejeté tout en profitant de tes services. Je comprends maintenant à quel point c'était cruel. Le réveillon a été un désastre. Pas seulement parce qu'on n'avait pas d'hôtel ou de restaurant, mais parce que, pour la première fois, j'ai mesuré ce que tu faisais pour moi depuis toujours. Tout ce travail invisible, toutes ces heures passées au téléphone, tous ces contacts mobilisés. Et moi, je prenais tout ça comme un dû. Comme si c'était normal qu'une mère se plie en 4 pour son fils, même quand il la traite mal. Chloé et moi, on a beaucoup parlé ces derniers jours. Elle m'a dit des choses difficiles à entendre. Elle m'a dit que je te traitais comme une commodité, que je t'appelais uniquement quand j'avais besoin de quelque chose, que je ne te demandais jamais comment tu allais vraiment. Elle avait raison, maman. Entièrement raison. Je ne cherche pas d'excuses. Il n'y en a pas. J'ai été un mauvais fils. Pas parce que j'ai fait une erreur ponctuelle, mais parce que pendant des années, j'ai pris sans jamais vraiment donner. Quand j'étais petit, tu me lisais Le Petit Prince tous les soirs. Tu te souviens ? Il y avait ce passage que j'adorais, celui où le renard dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». L'essentiel est invisible pour les yeux. Je le récitais par cœur, mais je n'avais jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Maintenant, je comprends. L'essentiel, c'est tout ce que tu as fait pour moi et que je ne voyais pas. Toutes ces nuits où tu es resté éveillé quand j'étais malade. Tous ces sacrifices que tu as faits pour que je puisse avoir une belle vie. Tout cet amour que tu m'as donné sans jamais rien demander en retour. Et moi, qu'est-ce que je t'ai donné ? Des coups de fil rapides, des merci distraits, et pour finir, une humiliation. Maman, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que ça prendra du temps. Peut-être même que tu ne me pardonneras jamais complètement, et je le comprendrai. Mais je veux que tu saches que j'ai changé. Ou plutôt, que je suis en train de changer. Que je veux devenir le fils que tu mérites. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé, même quand je ne savais pas le montrer. Ton fils, Julien. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient. Des larmes coulaient sur mes joues, silencieuses, chaudes. Pas des larmes de tristesse, quelque chose d'autre. Un mélange de soulagement, de douleur, d'espoir peut-être. Je suis sortie sur ma terrasse. L'air était glacial, mais je ne sentais pas le froid. Les toits d'Aix brillaient sous la lumière des réverbères. Le ciel était noir, criblé d'étoiles. Au loin, une cloche sonnait. Toujours cette même cloche que je ne reconnaissais pas. Et j'ai pensé à ma mère, à toutes ces fois où, adolescente, je l'avais fait souffrir avec mon ingratitude, mon égoïsme, mes révoltes stupides. Toutes ces fois où elle m'avait pardonné, inlassablement, parce que c'est ce que font les mères. Elles pardonnent, encore et encore. Mais pardonner ne signifie pas tout accepter. Ma mère me l'avait appris, à sa manière. Il y avait eu des moments où elle avait dit non, où elle avait posé des limites, où elle m'avait laissé tomber, littéralement, pour que j'apprenne à me relever seule. C'est ce que je venais de faire avec Julien. Je l'avais laissé tomber. Non pas pour le détruire, mais pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne que l'amour n'est pas un service gratuit et illimité, que le respect se gagne et se préserve. Le 20 janvier, j'ai appelé Julien. Il a décroché à la première sonnerie. « Maman ?» Sa voix était tendue.
pleine d'espoir et d'angoisse. « Bonjour, mon chéri. Maman, tu as reçu ma lettre ? » ?»« Oui, je l'ai lue. Plusieurs fois. » Un silence. Je l'entendais respirer, retenir son souffle. « Julien, je veux que tu saches quelque chose. Ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. »« Je sais, maman. Tu avais raison de... » Laisse-moi finir. Je ne le regrette pas parce que c'était nécessaire. Pour toi, mais aussi pour moi. J'avais besoin de te montrer que je ne suis pas juste une ressource à ta disposition. Que je suis une personne, avec mes limites, ma dignité, mes besoins. Je comprends. Mais je veux aussi que tu saches que je t'aime. Profondément, inconditionnellement. Même quand tu me blesses, même quand tu me déçois. Parce que c'est ce qu'est l'amour d'une mère. J'ai entendu un sanglot. Julien pleurait. « Maman, je suis tellement désolée. Je sais. Et j'accepte tes excuses. Mais j'ai besoin que tu comprennes que notre relation doit changer. Je ne peux plus être celle qui donne tout sans recevoir. Je ne peux plus être invisible jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose. Je comprends. Je te le promets, maman. Ça va changer. On verra, Julien. Les promesses, c'est facile. Les actes, c'est autre chose. Tu as raison. Mais laisse-moi une chance, s'il te plaît. » J'ai fermé les yeux. Dans ma cuisine, la lumière du jour déclinait. Les ombres s'allongeaient sur les murs. « D'accord, mon chéri. Une chance. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Pas des excuses, pas des reproches. Juste une vraie conversation, comme nous n'en avions pas eu depuis des années. Il m'a parlé de son travail, de ses doutes, de sa relation avec Chloé. Je lui ai parlé de ma vie à Aix, de mes journées tranquilles, de ma retraite qui approchait. À la fin de la conversation, Julien m'a dit quelque chose qui m'a touchée. « Maman, je voudrais venir te voir, juste nous deux, pas pour te demander quelque chose, juste pour passer du temps ensemble. On pourrait aller se promener dans Aix, déjeuner quelque part, comme quand j'étais petit et qu'on allait au marché le samedi matin. » Je me suis souvenue, c'est samedi matin où Julien marchait à côté de moi. Petit bonhomme tenant fermement ma main, posant 1000 questions sur les légumes, les fromages, les marchands. Il avait 5 ans, peut-être 6. Il était curieux de tout. J'aimerais beaucoup, Julien. Je peux venir le week-end prochain ? Oui, avec plaisir. Le 25 janvier, Julien est arrivé à Aix vers midi, seul. Il avait pris le TGV depuis Paris. Je l'ai attendu devant la gare, emmitouflé dans mon manteau beige, et quand je l'ai vu descendre du train, mon cœur s'est serré. Il avait maigri, son visage était plus creusé, ses yeux cernés. Il portait un jean et un pull simple, rien de son élégance habituelle. Il avait l'air vulnérable, presque fragile. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Puis il a marché vers moi, lentement, et il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré fort, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Et j'ai senti ses épaules trembler. « Pardon, maman, pardon. » Je l'ai serré contre moi, ce grand garçon qui redevenait mon petit garçon. « C'est fini, Julien, c'est fini. » Nous avons marché dans Aix main dans la main, comme autrefois. Il m'a posé des questions sur les bâtiments, sur les rues, comme s'il redécouvrait sa ville natale. Nous sommes allés au marché de la place Richelme. Il a acheté des figues séchées chez le marchand corse. « Je me souviens que tu adorais ça, » a-t-il dit. Nous avons déjeuné dans un petit bistrot du quartier Mazarin. Une table près de la fenêtre, du soleil qui entrait en biais, le bruit des couverts et des conversations autour de nous. Julien m'a raconté le réveillon catastrophique. Pas pour se plaindre, mais pour reconnaître ses erreurs. On a fini dans une auberge de jeunesse minable. Chloé était furieuse. Les amis aussi. Ils m'ont tout dit que c'était ma faute, que j'aurais dû mieux organiser. Et ils avaient raison. Sauf que je n'avais jamais rien organisé de ma vie. C'était toujours toi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je sais, et je veux apprendre. Après le déjeuner, nous sommes allés marcher dans le parc Jourdan. Les arbres étaient nus, le ciel gris pâle, mais il faisait doux pour un jour de janvier. Nous nous sommes assis sur un banc, face à l'université où Julien avait étudié le droit avant de partir pour Paris. « Maman, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que j'exagérais ?
Pourquoi tu acceptais toujours tout ce que je te demandais? J'ai réfléchi un long moment. Parce que je pensais que c'était ça, être une bonne mère. Donner sans compter. Me sacrifier pour ton bonheur. Mais j'ai compris que je me trompais. Une bonne mère, ce n'est pas celle qui dit toujours oui. C'est celle qui sait poser des limites. Celle qui apprend à son enfant le respect, la reconnaissance, l'autonomie. Julien a hoché la tête lentement. J'aurais aimé que tu me dises non plus souvent. Ça m'aurait aidé. Je sais. Mais j'apprends aussi, tu sais. On apprend tous, à tout âge. Nous sommes restés silencieux un moment, côte à côte sur ce banc, dans ce parc que nous connaissions tous les deux par cœur. Puis Julien a dit quelque chose qui m'a émue aux larmes. « Maman, je veux être un meilleur fils. Pas pour obtenir quelque chose en retour. Juste parce que tu le mérites. Et parce que je t'aime. » Je lui ai pris la main, sa grande main d'homme qui avait été si petite autrefois. « Je sais, mon chéri. Je le sais. » Le soir, je lui ai préparé son plat préféré. Un pot-au-feu comme je le faisais quand il était enfant. Nous avons dîné dans ma petite cuisine, en parlant de tout et de rien. De ses projets professionnels, de ma retraite prochaine, de Chloé, avec qui il essayait de reconstruire la relation, abîmée par le fiasco du réveillon. À 22h, je l'ai raccompagné à la gare. Son train partait à 22h30. Sur le quai, avant de monter, il m'a serré dans ses bras encore une fois. « Merci, maman. Pour tout. Pour cette journée. Pour m'avoir pardonné. Pour m'avoir appris. Je t'aime, Julien. Je t'aime aussi. » Le train est parti. Je suis restée sur le quai jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la nuit. Puis je suis rentrée chez moi, à pied, dans le froid de janvier. En marchant dans les rues silencieuses d'Aix, j'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à cette blessure qui avait ouvert une porte vers quelque chose de nouveau, à cette distance imposée qui avait paradoxalement rapproché Julien et moi. Je ne savais pas si notre relation serait parfaite désormais. Probablement pas. Les relations humaines ne sont jamais parfaites. Mais elles seraient plus vraies, plus équilibrées, plus respectueuses. En rentrant chez moi, j'ai allumé une bougie que j'avais achetée à l'église Saint-Jean de Malte. Une petite bougie blanche, simple. Je l'ai posée sur ma table de cuisine et je l'ai regardée brûler pendant un long moment. J'ai pensé à ma mère, à toutes ces fois où elle m'avait pardonné, à toutes ces leçons qu'elle m'avait transmises, parfois sans le savoir, au pardon qui n'est pas faiblesse, mais force. À la fois, pas seulement en Dieu, mais en l'humanité, en la capacité des gens à changer, à grandir, à devenir meilleurs. Les cloches de Saint-Jean de Malte ont sonné minuit. Leur son grave et familier emplissait la nuit. Je les ai écoutées jusqu'au dernier écho. Puis j'ai soufflé la bougie et je suis allée me coucher. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans rêve, sans cauchemar. Juste ce sommeil paisible de celui qui a posé un fardeau trop lourd. Épilogue, 6 mois plus tard. C'était un dimanche de juillet. Aix était écrasé sous la chaleur. Les cigales chantaient à tue-tête et les terrasses débordèrent de touristes. Je revenais du marché, un panier rempli de tomates, de basilic et de pêches juteuses. En arrivant devant mon immeuble, j'ai trouvé Julien assis sur les marches, un bouquet de fleurs à la main. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'est levé, souriant. « Surprise! Je suis venu passer le week-end avec toi. Si tu veux bien de moi, évidemment. »« Bien sûr que je veux bien. Mais tu aurais pu prévenir. » »« Je sais. Mais je voulais te faire une surprise. Comme tu me faisais quand j'étais petit. Tu te souviens? Tu venais me chercher à l'école avec des bonbons dans ton sac. J'ai ri. Je m'en souvenais. Nous sommes montés chez moi. Il a posé ses affaires dans la chambre d'amis et nous avons préparé le déjeuner ensemble. Salade de tomates, mozzarella, basilic frais. Simple et délicieux. En mangeant, il m'a parlé de sa vie, de son nouveau poste à la banque, moins stressant, de ses week-ends passés à découvrir de nouvelles choses, plutôt qu'à courir après les mondanités, de Chloé, qui elle aussi avait changé, ralenti. « On pense venir s'installer dans le sud dans quelques années, » m'a-t-il dit. « Peut-être à Aix ou à Lyon, quelque part où la vie est plus douce. Ce serait merveilleux. » Et puis, il a hésité. « Quoi ? On pense avoir un enfant. Bientôt. » Mon cœur a bondi.
Vraiment? Oui. Et quand il naîtra, j'aimerais qu'il grandisse près de sa grand-mère, qu'il apprenne d'elle tout ce que je n'ai pas su voir pendant des années. La générosité, la patience, le respect. Les larmes me sont montées aux yeux. Julien a pris ma main. « Maman, je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait, pour cette leçon, pour m'avoir aimé assez fort pour me laisser tomber. C'est ce que font les mères, mon chéri. Elles aiment, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Nous avons passé le week-end ensemble. Promenade dans Aix, dîner tranquille, conversation profonde. Le dimanche soir, en le raccompagnant à la gare, je me suis sentie légère, presque heureuse. Sur le quai, avant de monter, Julien m'a serrée dans ses bras. « À bientôt, maman. Je t'appelle cette semaine, juste pour prendre de tes nouvelles. Je serai là. » Le train est parti. Je suis restée sur le quai, un sourire aux lèvres, le cœur plein. En rentrant chez moi, je suis passée par Saint-Jean-de-Malte. L'église était ouverte, fraîche après la chaleur étouffante du dehors. Je me suis assise sur un banc du fond et j'ai fermé les yeux. J'ai pensé au Notre Père, au pardon, à la foi, à l'espoir, et j'ai murmuré une prière. Pas pour demander quelque chose, juste pour dire merci. Merci pour cette épreuve qui nous avait transformés, Julien et moi. Merci pour cette douleur qui nous avait rapprochés. Merci pour cette leçon qui avait changé nos vies. En sortant de l'église, les cloches ont sonné 19 heures. Leur son résonnait dans le ciel bleu de juillet, clair et joyeux. Je suis rentrée chez moi lentement, savourant chaque pas, chaque rayon de soleil, chaque bruit de la ville. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était mienne, pleinement, dignement, et c'était suffisant. Fin.